Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième séance de cours où on va aborder une nouvelle notion qui est le champ électrostatique. Donc, dans la première séance, on a abordé la notion de force électrostatique, c'est-à-dire la force qui s'exerce entre deux charges ponctuelles placées dans le vide. Bien, on va d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un champ électrostatique. Ensuite, quelle est l'expression du champ créé par une charge, ensuite par plusieurs charges. Après, on va faire des exemples d'application. Ensuite, je vous donne quelques exercices à faire. Donc, on va voir que la force électrostatique, en fait, c'est la relation fondamentale de l'électrostatique à partir de laquelle on va tout définir. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que la notion de champ de vecteur? Qu'est-ce qu'on appelle un champ de vecteur? Et on va prendre le cas que vous connaissez tous, le cas de la pesanteur. Eh bien, un champ de vecteur est défini comme une propriété de l'espace dans laquelle un objet matériel subit une force. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que, quand est-ce qu'on dit qu'un champ existe dans l'espace? Ou bien, comment matérialiser l'existence d'un champ par la force qu'il va appliquer. Prenons le cas de la pesanteur. On sait que la Terre crée un champ de pesanteur en tout point de l'espace, c'est-à-dire au même instant. Vous avez le champ, il existe en ce point, le champ, il existe en ce point, il existe en ce point. C'est pourquoi on l'appelle un champ de vecteur et non pas un vecteur. Prenez la vitesse, par exemple, de ce solide. La vitesse, il n'existe qu'en ce point. Il n'existe pas au même temps. La vitesse d'un solide, on ne peut pas la représenter en même temps en plusieurs points. C'est pourquoi on l'appelle un vecteur. Par contre, un champ de vectoriel, à même instant, il existe partout dans l'espace. Bien. Pourquoi on dit... qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on a un point P de l'espace et il existe un champ de gravitation? Ou bien comment on peut matérialiser l'existence d'un champ de gravitation. Et tout simplement, si vous placez un point M ou bien une masse M au point P, elle va subir une force. Ça veut dire qu'en ce point, il existe un champ de gravitation. Vous le placez en n'importe quel point de l'espace, elle va subir une force. Donc, c'est une propriété de l'espace. Et dès que vous placez un objet dans cet espace, elle va subir une force. Et c'est la force qui nous dit l'existence de ce champ vectoriel. Et par exemple, pour la gravitation, le champ de gravitation est donné par la force de gravitation divisée par la masse. Vous voyez que l'amplitude et la direction de la champ de gravitation est définie par l'amplitude et la direction de la force subie par la masse. Et on va voir qu'il y a une très grande analogie entre le champ électrostatique et le champ de gravitation. Bien, donc revenons à la force électrostatique. Donc si on prend une charge ponctuelle Q1 et on place une charge Q2 à une distance R de Q1, on a vu dans le chapitre 1 que la force subie par Q2 de la part de Q1 est égale à Q1 fois Q2 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R carré fois U. I, c'est le vecteur unitaire dirigé de la charge Q1 vers Q2. De même, si je place une charge Q3 en un autre point de l'espace, il va subir aussi une force de la part de Q1 qui est égale à Q3 fois 1 sur 4pi epsilon 0, Q1 sur R carré fois U. U, c'est toujours le vecteur dirigé de Q1 vers la charge que subit la force. Si je continue, je place une charge Q4, la même chose, la charge Q4 va subir une force qui est donnée par Q4 fois 1 sur 4pi epsilon 0, Q1 sur R carré fois U. Et qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose qui est commun à toutes ces forces-là, c'est la présence d'un vecteur qui, lui, ne dépend pas de la force, de la nature de la charge que subit la force. Il ne dépend que de la charge Q1. Eh bien, ce terme, tout simplement, c'est ce qu'on va appeler le champ électrostatique créé par Q1 en tout point de l'espace. Si je place une charge Q1 en un point M, il va modifier les propriétés de l'espace en créant un champ
vectoriel qu'on va appeler champ électrostatique. Comment on met en évidence la présence de ce champ électrostatique? Dès que je mets une charge Q2 en ce point, il va subir une force que vous voyez qui est égale à Q2 fois E. Donc exactement analogue à la gravitation, le poids est égal à la masse fois le champ de gravitation. Bien, donc on va définir le champ vectoriel comme étant une grandeur indépendante de la charge que subit la force. On l'appelle champ électrostatique créé par Q1. Vous allez trouver plusieurs notations. 1 sur 4 pi epsilon 0 c'est une constante. Sa valeur c'est 9 multiplié par 10 puissance 9 dans le système international. Q1 bien sûr c'est en coulomb. R c'est en mètres. Et c'est toujours le vecteur unitaire U dirigé toujours de la charge Q1 vers l'extérieur. Bon, on peut représenter U par le vecteur R sur R ou bien OM sur OM et vous trouvez par exemple R sur R au cube, c'est exactement la même notation. Donc vous avez deux cas à retenir par cœur. Donc si la charge Q est positive, d'accord? Donc si la charge Q est positive, ici vous avez une charge qui est positive. Je calcule le champ en ce point. Je peux représenter le champ en ce point. Il est donné par quoi? Il est donné par Q sur 4 pi epsilon 0 fois U. U, c'est toujours le vecteur unitaire dirigé de la charge vers l'extérieur sur R carré. Donc, si Q est positif, le champ est toujours suivant ce vecteur unitaire U. Donc, le champ est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. De la charge vers l'extérieur. De la charge vers l'extérieur. Je vais représenter le champ en ce point. Je représente d'abord le vecteur unitaire U qui lui est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur, indépendamment du signe de la charge. Et si Q est positif, ce champ va être suivant ce vecteur unitaire U. Prenons maintenant le cas d'une charge négative. Donc vous avez ici une charge négative. D'accord? Je représente le champ en un point M ici. Le vecteur unitaire U, c'est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. Ça, c'est mon vecteur unitaire U. Or, le champ électrique est égal à quoi? Est égal à Q1 sur 4 pi epsilon 0 R carré fois U. Si Q1 est négatif, ça veut dire E et U sont de sens opposés. Et vous voyez que le champ est dirigé vers la charge. Donc, conclusion, si vous avez une charge positive, le champ est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur, de la charge vers l'extérieur, de la charge vers l'extérieur. Si la charge est négative, c'est toujours dirigé vers la charge. Toujours dirigé vers la charge. Et donc, retenez-la une fois pour toutes, c'est le signe des charges qui permet de déterminer le sens du champ électrique. D'accord? Bien. Avec l'introduction de ce champ électrostatique, on peut maintenant interpréter la loi de Coulomb de deux manières. Donc, on utilise la loi de Coulomb et le principe de superposition pour déterminer la force, c'est ce qu'on a vu dans le premier chapitre, ou bien pour déterminer la force subie par une charge, vous avez une autre façon, c'est de déterminer le champ au point où se trouve la charge, et la force va être exactement Q fois le champ électrique. Donc si vous avez plusieurs charges ponctuelles placées dans l'espace, on vous demande quelle est la force subie par cette charge-là, une charge bien déterminée. Vous avez deux façons de calculer cette force. Soit de faire la méthode qu'on a fait dans le chapitre 1, calculer la somme vectorielle de la force exercée par chacune des charges, ou bien déterminer le champ électrique en ce point, indépendamment de la charge qui se trouve en ce point, et la force subie par cette charge, ça sera le champ, la charge fois le champ électrique. On verra des applications. Maintenant, on a vu le champ créé par une seule charge. Si on a plusieurs charges dans l'espace, quel est le champ électrique créé par ces charges-là en un point M quelconque? Eh bien, on va le déduire à partir du principe de superposition qu'on a déjà étudié pour les forces électrostatiques. Si vous avez plusieurs charges QI dans l'espace, on a vu que la force subie par une charge Q de la part de ces charges QI, c'est la somme vectorielle de la force exercée par chacune des charges. Or, la force électrostatique exercée par une charge QI, c'est Q fois QI sur 4 pi epsilon 0 U sur R carré. Je peux factoriser par Q et il me reste ce terme.
Or, ce terme, c'est tout simplement le champ électrique créé par la charge QI. Et donc, la force est égale à Q fois le champ total, et par conséquent, le champ total, c'est tout simplement la somme vectorielle du champ créé par chacune des charges. Donc voilà le champ créé par une charge positive, comme on a dit, c'est toujours de la charge vers l'extérieur. Et dès que je mets, par exemple, une charge positive dans l'espace, il va subir une force qui est dans la direction du champ, parce que la charge est positive, Q fois E. Au contraire, si je mets une charge négative, le champ créé par cette charge-là sur la charge négative, la force, exercée par cette charge-là sur la charge négative, il est dans le sens opposé au champ électrique. C'est Q fois E. Et comme Q est négatif, la force va être opposée au champ électrique. Bon, si j'ai une charge négative, vous voyez que les lignes de champ sont toujours dirigées vers la charge. Le champ électrique est toujours dirigé vers la charge. Ça, c'est la direction, le sens du champ électrique en ce point, le champ électrique en ce point. Et donc, si je mets une charge négative, la force subie par cette charge, c'est Q fois E. E est dans ce sens-là. Puisque Q est négatif, la force va être dans le sens opposé. D'accord? Donc voilà la force. Donc on retrouve la notion de force répulsive. La même chose, si j'ai une charge positive, ça sera Q fois E, donc ça sera dans la même direction du champ, et on retrouve que la force qui s'exerce entre deux charges de signe opposé est attractive. Donc voilà, je le répète encore une dernière fois. Faites très attention, si vous avez une charge positive, le champ électrique est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. Si vous avez une charge positive, c'est dans les deux cas. Et si je mets une charge positive dans l'espace, il va subir une force qui est dans la direction du champ. Pour une charge négative, il va subir une force qui est dans le sens opposé au champ électrique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champ électrique ou bien un champ électrostatique? Autrement dit, le champ électrostatique existe. Vous voyez ici par exemple, je mets une charge Q, il va créer un champ électrique dans l'espace. En ce point P, par exemple en ce point M, le champ qu'il existe, il ne dépend pas de la force de la charge que je vais mettre en ce point. Donc c'est une propriété de l'espace. Donc le champ créé par une charge Q en un point M est indépendant de la présence ou pas d'une charge en ce point. Donc là j'ai un point N, le champ en ce point, lui, ne dépend pas de la charge que je vais mettre en ce point. C'est une propriété de la charge qui crée ce champ. Donc le champ est le même en un point quelconque, quelle que soit la charge placée en ce point, c'est une propriété de l'espace. D'accord? Bien, donc voilà ce qu'on appelle champ électrique créé par une charge, champ créé par plusieurs charges discrètes, toujours on est dans le cas d'une distribution discrète. Maintenant, on va passer à quelques applications. Avant cela, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre que pourquoi souvent si vous descendez d'une voiture, vous sentez un électrochoc, c'est parce que si on est chargé, on peut créer une décharge électrique énorme qui permet, dans certains cas, d'ioniser l'air, et c'est ce qu'on va montrer dans l'expérience suivante. And so we will see, and we'll make it dark shortly, and I will hold the flashlight in one hand, the neon discharge tube, and then Simon will touch it on the other side. And if we succeeded, then you may see. Donc vous voyez, il est en train de charger en fait, de créer des charges sur l'étudiant. Une fois qu'il a créé une charge suffisante, dans sa main il y a un tube à néant, et dès que l'étudiant va toucher le tube à néant, il va créer une décharge qui va ioniser l'air. Ça veut dire que vous avez une différence de potentiel énorme qui a été créée par ce système de création de charge. Some light. So, Simon, look at me first. Don't touch it yet because we're going to make it all the way dark. You know where it is? It's there. Okay, make it dark, Marcos. Touch it. Touch it.
Okay, thank you. Vous voyez, Can we have some light? vous avez vu la décharge qui est une lumière rouge. Donc, l'étudiant a été chargé et en touchant le tube d'un néon, il a créé une décharge électrique. Donc voilà quelques exemples. Je vais donner un exemple que je vais traiter complètement. Ensuite, un exemple où je vais vous donner quelques indications. Et après, je vais vous donner quelques exemples à faire vous-même. Bien. Commençons par déterminer le champ électrostatique créé par trois charges ponctuelles identiques placées au sommet d'un triangle équilatéral. D'accord? Donc voilà, triangle équilatéral. Voilà le centre de gravité. On veut déterminer le champ créé par trois charges Q, qu'on va supposer toutes les trois positives. Bien, chaque fois que vous avez ce type d'exercice, pour le moment on n'a pas encore fait les règles de symétrie, donc on va essayer de calculer le champ total comme étant la somme vectorielle du champ créé par chacune des charges. Donc première chose, donc le champ total c'est la somme vectorielle du champ créé par chacune des charges. Bien, donc il faut déterminer la somme de trois vecteurs. Donc la façon la plus simple, c'est essayer de choisir un repère de projection au x, au y, déterminer les composantes de chaque vecteur et faire la somme pour déterminer les composantes du vecteur total. Et si je connais les composantes du vecteur total, je peux déterminer son module et sa direction. Bien, quelle est l'expression du champ créé par la charge Q placée au point A au centre de gravité G? Donc, par définition, c'est Q sur 4pi epsilon 0 UA sur AG au carré. Bien sûr, UA, c'est toujours le vecteur unitaire, voilà, dirigé de la charge vers l'extérieur. AG, c'est la distance. Puisque Q est positif, le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur. Donc, voilà le champ EA. Donc, de même, le champ E de B, c'est toujours la même chose. C'est Q sur 4pi epsilon 0, B fois G au carré, fois U de B. Donc, il dirige de la charge vers l'extérieur, puisque la charge est positive. Et de même, pour la charge créée au point C, ça sera E de C. Maintenant, il faut faire la somme vectorielle de ces trois vecteurs. Bon, vous avez plusieurs façons. Donc, la plus simple, c'est de remarquer que la projection de EA de EB suivant EA, donc je vais faire la projection de EB suivant A, c'est-à-dire je vais calculer uniquement cette composante-là, EB suivant A, ce module de EB, fois le module de UA, qui est celui-là, fois cosinus de l'angle entre les deux, c'est cet angle-là. Cet angle, c'est pi moins cet angle-là. Ici, vous avez pi sur 2, ici, vous avez pi sur 6, donc ici, vous avez pi sur 3. Donc, ce sera, le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Donc, Q sur 4pi epsilon 0 va devenir Q sur 8pi epsilon 0, BG au carré avec le signe moins. Je répète, parce que EB, scalaire EA. Bien, donc, je répète tout d'abord, il faut remarquer que ce champ-là, EB plus EC, c'est un vecteur qui va être suivant la diagonale, cette diagonale-là. D'accord? Cette bisectrice plutôt. Ou bien suivant UA. Donc EC plus UB va être un vecteur qui est suivant EA. Le champ créé par la charge Q au point A, lui aussi, il est suivant EA. Donc le champ total va être suivant UA. Donc il suffit de calculer la projection de chaque vecteur suivant ce vecteur unitaire UA. D'accord? Donc je recalcule le champ créé par EB par exemple suivant EA, cette projection-là, sa projection suivant EA est égale à quoi? Est égale à module de EB fois module de UA qui est égal à 1 fois le cosinus de l'angle entre EB et UA. Faites attention, EB c'est ce vecteur, UA c'est ce vecteur. Donc l'angle entre EB et UA c'est ce vecteur qui est en fait pi moins θ, cet angle-là. Et θ égale à pi sur 6. Parce que ici vous avez pi sur 3, ici vous avez pi sur 2. Et cosinus de pi sur 6, c'est 1,5. Donc ce sera moins cosinus pi sur 6, donc moins 1,5 fois le module de EB. Donc moins 1,5 fois ça, ça vous donne moins Q sur 4pi epsilon 0, BG au carré.
Et la même chose pour EC. EC scalaire UA, c'est le module de EC fois le module de A fois cosinus de cet angle, qui est aussi pi moins pi sur 6. Donc, la projection de EB est égale à la projection de EC est égale à moins Q sur 8 pi epsilon 0 BG au carré. Or, la projection de A scalaire UA, c'est égal au module de UA. C'est Q sur 4 pi epsilon 0 AG au carré. Et dans un triangle équilatéral, vous savez que AG est égal à BG est égal à CG. Donc le champ total, ou bien la projection de EA et EB, EC suivant OA, ça va être quelque chose qui est nul. Pourquoi? Vous multipliez deux fois ce terme, plus une seule fois ce terme, et ça vous donne 0. Donc vous voyez, on retrouve que le champ est nul. Bon, après, bien sûr, on va établir quelques règles de symétrie prochainement, qui vont vous dire exactement avant de faire aucun calcul que dans ce cas par exemple le champ au point G il est obligatoirement suivant le vecteur UA. Bien, voilà, j'ai rappelé juste, donc je passe tout de suite à cet exemple qu'on a déjà traité dans le chapitre 1. Vous allez le refaire cette fois-ci en utilisant juste la notion de champ électrique. Donc déterminer le champ créé par la charge Q2 et Q3 au point M, situé à une distance D et à une distance de D. Et puis répondre à la question qu'on a déjà calculée dans le chapitre 1, quelle est la force subie par une charge plus Q placée au point M. Donc c'est exactement les mêmes calculs que nous avons fait dans le chapitre précédent. Je vous laisse le soin de refaire cet exercice. Bien. Bon, voilà le champ qu'il faut trouver, créé au point M, et bien sûr la force subie par Q au point M, c'est Q fois E, il suffit de multiplier ça par Q. Et non pas, il ne faut pas refaire la force exercée par chacune des charges. Hein. Bien, voilà un deuxième exercice avec indication cette fois-ci. On vous donne deux charges, Q1 et Q2, pardon. La Q1 de moins 3 coulombs, Q2 de 6 nanocoulombs. Déterminer le champ total créé par ces deux charges au point A. Quel est son module et sa direction. Donc voilà les trois étapes qu'il faut faire. Il faut représenter les champs E1 et E2 au point A, vectoriellement. Calculer le module de E1 et E2 et déduire le module du champ total et sa direction. Donc, indication, vous allez utiliser cette figure-là. Bien. Maintenant, je passe à un dernier exercice qu'on va traiter en TD. Je vous donne déjà, essayez de réfléchir à cet exercice-là. Au sommet d'un carré, vous avez quatre charges, qu'on va supposer toutes les charges positives. Et on vous demande de déterminer le champ en un point M de la perpendiculaire passée par son centre, qui est situé à une distance X du carré. Toujours, bien sûr, le champ, c'est la somme vectorielle du champ créé par chacune des charges. Comme indication, il faut montrer que R est égal à racine carrée de x carré plus a carré sur 2. Et essayer de montrer que le champ total est donné par cette expression-là. Voilà tout ce qui concerne le calcul du champ créé par les charges ponctuelles, discrètes. Donc rien de nouveau par rapport à ce que nous avons vu dans la première partie de la force électrostatique. Donc, il suffit de savoir qu'est-ce que c'est qu'un champ électrique. Donc, c'est une propriété de l'espace. Dès qu'il y a la présence d'une charge, les propriétés de l'espace sont modifiées par la création d'un champ électrostatique. Comment se manifeste ce champ? Dès que je mets une autre charge dans l'espace, elle va subir automatiquement une force qui est proportionnelle Q fois E. Donc, en fait, la force subie par une charge en un point de l'espace où existe un champ électrique, c'est la charge fois le champ électrique. Autrement dit, on peut définir le champ comme étant la force par unité de charge. Si on a plusieurs charges, bien sûr, c'est le principe de superposition, c'est la somme du champ créé par chacune des charges. Bien sûr, c'est une somme vectorielle. À ne pas oublier aussi, dès que vous avez une charge positive, le champ est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. Dès que j'ai une charge négative, le champ est toujours dirigé vers la charge. Le reste, c'est essentiellement des problèmes de calcul de somme vectorielle de vecteurs, souvent soit par géométrie, soit vous choisissez un repère bien déterminé, faites la projection de chaque vecteur et calculez le champ total. Bien sûr,
on aura l'occasion de revenir sur les techniques de calcul dans la série de TD. Donc voilà, à bientôt donc pour le cours numéro 3.